Donc maintenant, on va se poser la question, alors toujours avec Jean, oui, Delphine Gallois, directrice du patrimoine, Jean Roquebouillet, directeur du musée des Beaux-Arts de Rennes, qui a travaillé donc sur la collection du MUSEM et qui va nous faire part justement de la collection qu'il a réunie et quelles sont les questions qui ont pu se poser, et Nicolas Xelet qui travaille sur l'archivage, sur un centre de ressources numériques. Je propose, pour commencer, de laisser la parole à Jean Roquebouillet sur le MUSEM, parce que c'est le seul exemple qu'on peut avoir sur un début de patrimonialisation. Alors, je ne sais pas si c'est le seul exemple. En tout cas, j'avais envie de partager avec vous cette expérience qui a pu être la mienne en tant que responsable de cette collection d'art urbain au MUSEM. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Codex Urbanus, de dire que ce musée qu'il appelle de ses vœux, d'une certaine manière, il existe déjà. C'est une collection qui a été constituée à partir du début des années 2000, dans un musée, donc un musée national, un musée du ministère de la Culture. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour la DRAC de dire que le ministère a déjà pris en compte ce phénomène déjà depuis un temps relativement ancien. Et c'est une collection qui a été constituée avec un point de vue assez particulier, avec une approche anthropologique par des chercheurs spécialisés dans l'ethnologie urbaine, avec l'idée d'aborder ce phénomène comme un phénomène social global, pas seulement du simple petit bout de la lorgnette qui serait celui de l'histoire de l'art ou de l'art contemporain, mais qui est vraiment l'idée d'observer ce phénomène comme un tout et de prendre en compte les pratiques autour de l'art urbain, aussi bien du point de vue des graffeurs eux-mêmes, du point de vue des collectionneurs, du point de vue des galeristes, essayer d'avoir un regard un peu global sur ce phénomène-là. Évidemment, ça pose des tas de questions qui ont déjà été largement abordées dans la précédente table ronde, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des critiques qui ont été formulées très fortement par rapport à ce travail qui a été effectué, essentiellement, je pense, parce qu'il y a aussi un mode de fonctionnement et de reconnaissance qui est très, très horizontal dans le champ de l'art urbain, et que dès que quelqu'un prend une initiative pour dire on documente telle ou telle partie, évidemment c'est pas exhaustif, évidemment ça rend pas compte de la totalité du phénomène, et évidemment très vite ça peut être critiqué et attaqué en disant c'est pas ça l'art urbain. Mais je pense que c'est intéressant de se poser cette question, parce que ça nous met face à cette question qui est celle de cette table ronde. La patrimonialisation va forcément amener à un moment donné à dire on patrimonialise ça et pas ça, on garde ça et pas ça, et des choses qui disparaissent, des choses qui restent. Du coup, est-ce qu'on est prêt à faire ce travail-là, et jusqu'où est-ce qu'on le fait? Est-ce que le résultat de cette patrimonialisation, ça va être quelque chose qui va faire un peu d'unanimité ou pas? Peut-être que c'est quelque chose qui va se constituer avec des points de vue, des regards finalement différents et cumulatifs, et que peut-être, je rêve un peu, mais je pense que la réalité, le compte-rendu de la réalité de ce qu'est l'art urbain ou de ce qu'il a été dans l'histoire, je pense qu'il ne sera jamais atteint de manière exhaustive, objective, mais par contre, je pense qu'on pourra réussir à donner quelques éclairages, quelques regards, quelques points de vue, et en tout cas, je pense que l'ambition de la collection du MUSEM, c'est vraiment ça, c'est un regard parmi d'autres possibles sur cette réalité de l'art urbain. Il faut que je sois moins bavard que ça, je savais à l'avance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire patrimonialiser de l'art urbain, et comment le MUSEM a répondu à cette question-là? D'abord en collectant des panneaux de chantier dans la rue, en collectant des vraies œuvres d'art urbain qui ont été réalisées dans la rue.
Et donc ça, c'est un petit morceau d'un très grand panneau de chantier de la rue Aubert qui a été collecté au tout début de l'enquête. Alors, pardon, il faut quand même encore une fois que je dise une chose, c'est que cette enquête, elle est due à une personne qui s'appelle Claire Calogirou, qui a été la cheville ouvrière de toute cette campagne d'observation et d'enquête depuis 2000 jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'elle est encore active en tant que chercheuse associée au MUSEM. Donc voilà, moi je me fais un peu le petit porte-parole humble de tout ce travail qui a été cumulé sur une vingtaine d'années. Donc voilà, petit hommage à Claire Calogirou. Tous les objets qui sont là sont vraiment dus à ces initiatives. Donc je disais des vrais objets collectés dans la rue, des panneaux de chantier, des panneaux de métro graffés, oui, on peut y aller, des portails. Ça, c'est un portail de Psychose graffé donc à la fin des années 90, là qui a été prélevé, collecté en accord avec Psychose lui-même. On peut continuer parce qu'il va y avoir d'autres exemples comme ça. Pareil, ici un portail de chantier à Marseille qui a été donc prélevé dans la rue. Le suivant est intéressant parce que c'est un artiste barcelonais, El Chopet Negre, à qui on a acheté ce panneau. Là aussi, il peut y avoir une évolution dans le temps, c'est-à-dire que les premiers prélèvements dans la rue ont été faits, je pense, sans rémunérer les artistes. Ici, El Chopetnek, c'est vraiment lui-même qui a récupéré un graphe qu'il avait fait dans la rue, mais au moment où la devanture a été refaite, il a pu récupérer ce rideau de fer, et donc ça lui appartenait en propre, et donc c'est bien un achat qui a été fait auprès de lui, et donc c'est rentré dans les collections suite à une acquisition payante. Voilà, ça c'est le premier aspect de la collection, c'est-à-dire des œuvres, ce que j'appelle des vraies œuvres d'art urbain, c'est-à-dire des choses qui ont été faites la plupart du temps illégalement dans l'espace public et qui sont récupérées par un musée. D'une certaine manière, on est face à un phénomène qui est assez familier pour nous dans les musées, c'est-à-dire comme quand on prélève dans une église un retable qui a été peint pas du tout pour arriver à un moment sur les cimaises d'un musée. Dans l'histoire des musées, il y a des tas de critiques qui ont été formulées par rapport à ça. Ça n'a aucun sens de mettre un retable religieux dans un musée. De la même manière, il y a des critiques qui ont pu être formulées. Ça n'a aucun sens d'aller prélever un portail et de le mettre dans un musée. La perte de sens, elle est assez similaire, je trouve, entre les deux phénomènes. Et voilà, c'est une des questions qu'on peut se poser quand on parle de patrimonialisation. Il y a une deuxième partie de la collection du MUSEM qui est constituée grâce au travail très fin et très approfondies que Claire Calogirou a pu avoir avec les graffeurs eux-mêmes, c'est-à-dire avec un travail vraiment de copinage, mais de dialogue sur la durée, sur plusieurs années avec des graffeurs, et donc qui lui a permis d'entrer en confiance avec eux et qui a permis d'acquérir des choses très intimes comme les sketchs. Donc on a dans la collection du MUSEM des dizaines de pochettes qui renferment ces dessins, qui sont souvent des dessins préparatoires réalisés pour réaliser des murs dans l'espace public. Donc là, on peut défiler assez rapidement parce que j'en ai mis toute une série pour montrer la diversité et surtout la multiplicité de tous ces sketchs qui sont conservés dans les collections du MUSEM. Vous avez également, toujours dans ce registre-là, des black books. Là aussi, vous l'appeliez de vos voeux tout à l'heure. Il y a ces objets extrêmement précieux, qui sont et très intimes aussi, des graffeurs qui réalisent des signatures et des signatures et des signatures dans ces livres. Souvent, ces black books sont parfois prélevés par la police parce que c'est un objet de preuve. Telle signature se retrouve dans l'espace public et dans les black books, et donc du coup il y a un vrai sujet aussi par rapport à la légalité dans ces objets-là, et donc on a la chance d'avoir dans les collections du MUSEM un certain nombre de ces black books. Là voilà, il y a deux images, celui de John Wan qui regroupe des signatures des années 80-90, et puis un plus récent ici de graffeurs italiens. On peut continuer. On a aussi pu conserver, grâce à ce travail assez étroit avec les graffeurs eux-mêmes, des objets réalisés dans l'espace public de manière vandale, mais récupérés par les graffeurs et ensuite donnés ou vendus pour les collections du MUSEM. C'est le cas ici de ce dessin sur un
panneaux de la SNCF. Et puis la collection, c'est la diapo suivante, est très importante aussi en objets. Je vous disais tout à l'heure, cette collecte elle a été faite avec une volonté d'avoir une approche sur le phénomène social global. Et donc, Claire Calogero a collecté non seulement des œuvres, c'est essentiellement ce que je vous ai montré, parce que vous m'avez dit il n'y a pas d'œuvres au MUSEM, donc ça m'a un peu choqué. Et du coup, j'ai mis beaucoup d'œuvres dans le diaporama, mais effectivement, la collection comporte également beaucoup d'objets, des jeans, des vestes, des vêtements de graffeurs, des chaussures, des bombes à graffer, enfin des tas d'objets, des appareils je ne sais même plus comment ça s'appelle ce genre de choses, on n'utilise plus tellement ça aujourd'hui. Un poste de radio, merci. Graffé, voilà. Donc il y a vraiment aussi tout cet aspect qui documente la vie de la communauté et comment est-ce qu'on s'identifie entre soi, comment est-ce qu'on se reconnaît et quels sont ces objets qui sont des objets identitaires de la communauté de l'art urbain. Et puis j'ai peut-être encore une ou deux diapos. Alors c'était encore pour montrer des œuvres et des œuvres et des œuvres. Donc il y a vraiment plein d'œuvres dans les collections du musée. Ici, je vais pas. Oui, c'est pour dire que dans la volonté d'embraser le spectre dans sa totalité, la collection ne fait pas non plus l'impasse sur les œuvres qui sont les œuvres faites pour la galerie. Et ça, c'est aussi un aspect important de la collection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parmi tous les interlocuteurs que Claire Calogero pouvait avoir, il y a des gens qui lui disaient non, tout ça, il ne faut pas prendre parce que ça, c'est pour les galeries et ce n'est pas de l'art urbain, il ne faut pas. Elle a vraiment voulu documenter la totalité et aller jusqu'à ces objets qui sont produits pour la galerie, pour le marché, pour les collectionneurs. Donc c'est le cas des quelques œuvres que je vous présente ici. Celle qu'on a sous les yeux, là, c'est une œuvre de Maude-Tout qui a été carrément une commande donc du MUSEM à un graffeur à l'occasion d'une exposition de la collection qui a eu lieu en 2011 à Nantes au lieu unique. Donc il y a un de ces rares moments de croisement du champ de l'art contemporain et du champ de l'art urbain, cette exposition de 2011 au lieu unique, et puis une commande, carrément l'institution, le ministère de la Culture avec un grand M, un grand C, qui passe une commande à un artiste de l'art urbain comme Maude-Tout pour réaliser cette grande peinture monumentale qui fait partie aujourd'hui des collections. Je vais passer rapidement puisque dans cette idée d'englober la totalité du spectre, on a aussi acquis des œuvres de Jacques Villeglé et de Raymond Hins, qui est la diapo suivante, avec l'idée non pas de les récupérer, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, pour récupérer d'une manière ou d'une autre, enfin pour rattacher artificiellement l'histoire de l'art contemporain avec l'histoire de l'art urbain, mais simplement parce que pour beaucoup d'artistes de l'art urbain, ces artistes-là de l'art contemporain faisaient partie des références. Et donc ça nous semblait important aussi que la collection du MUSEM puisse intégrer des œuvres de ces deux artistes. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à ne pas dépasser mes 10 minutes, mais c'était un aperçu un peu général de ce que peut être cette collection. Et là, vous venez d'arriver au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Est-ce que vous allez être confronté à ces problématiques de conservation et de patrimoine, d'achat d'œuvres? Alors c'est une bonne question à laquelle je ne vais pas savoir répondre ni immédiatement ni tout seul. Non, parce que je pense que voilà, ça sera l'occasion d'entamer un débat peut-être un peu plus collectif. En tout cas, ce qui est certain quand on arrive à la tête d'un musée des Beaux-Arts assez classique comme celui de Rennes, avec cet arrière-fond, c'est-à-dire que ce que je viens de vous montrer là, c'est quelque chose qui est... Moi aussi, comme Sophie qui l'a exprimé tout à l'heure, comme d'autres collègues dans la salle, je viens plutôt du monde de l'art contemporain avec ses lacunes, ses handicaps, cette méconnaissance de l'art urbain, mais cette expérience du MUSEM m'a permis non pas de devenir un spécialiste, je ne me considère pas du tout comme tel, mais permet de mettre le doigt sur cette réalité, sur sa complexité, sa richesse. Donc ça donne au moins, à minima, une ouverture et une envie de continuer à nourrir ce dialogue. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'a dit Sophie d'ailleurs tout à l'heure, l'idée qu'on n'est pas fermé dans des sphères étanches et closes, mais que c'est plutôt comment est-ce qu'on va réussir à faire évoluer ces frontières qui divisent des champs artistiques qui, effectivement, objectivement, sont quand même plutôt
séparés aujourd'hui parce qu'ils ont aussi simplement des modes de reconnaissance et des modes de légitimation qui ne sont pas les mêmes. Donc, en partant de ce constat-là, on est sur des sphères qui sont juxtaposées. Comment est-ce qu'on arrive plutôt que de construire des murs, à essayer de les faire tomber, et comment est-ce qu'on peut réussir à tricoter quelque chose qui puisse parler au sein de chacune de ces différentes sphères. Donc c'est plutôt ça que je trouve assez passionnant. Et je trouve qu'à Rennes, il y a ce terreau très, très riche. On a parlé de Teenage Kicks, on a parlé de tout le travail que fait Fatima au sein de la direction de la culture. Lazaru, le mur, etc. On n'est pas du tout sur un terrain vierge. Donc je pense qu'en tant que responsable du musée des Beaux-Arts, il me semble que le travail qu'on peut faire, c'est en dialogue avec ces différents acteurs qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui connaissent mieux cette réalité. Donc, Mais quoi qu'il en soit, cette question de la patrimonialisation, a priori, vous la trouvez pertinente? Ou est-ce qu'elle est pertinente pour un art qui est, à la base, on l'a un peu oublié, peu cité, éphémère? Pour moi, elle est complètement pertinente. Enfin, encore une fois, la collection du MUSEM, pour moi, le prouve vraiment. Il y a aujourd'hui 2000 objets qui font partie de cette collection d'art urbain au MUSEM. C'est beaucoup, 2000 objets pour une collection de musée. Donc, encore une fois, je pense qu'elle est vous savez, les musées, nous, on a envie d'absorber le monde entier. C'est-à-dire que ça, c'est la vieille obsession des musées depuis toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le musée doit rendre compte de tout. Et donc, ça me paraîtrait complètement absurde que le musée, aujourd'hui, se dise non, ça, j'y touche pas parce que c'est pas dans mon champ. Donc, voilà. Après, je pense aussi qu'il faut trouver le bon endroit, la bonne pertinence par rapport au fonds qui existe déjà. Je ne suis pas sûr que la bonne réponse, ce soit de se dire il faut que le musée des Beaux-Arts de Rennes, qui a toute son histoire aussi, et toutes ses collections telles qu'elles existent aujourd'hui, doit devenir un musée de l'art urbain, alors qu'il n'a pas forcément cette histoire derrière lui. Par contre, encore une fois, je pense que la collection qui a été constituée depuis 20 ans au MUSEM, elle a une forme de légitimité, elle a une existence, et c'est plutôt autour d'endroits comme ça qu'on va pouvoir enrichir et étoffer qu'il me semble qu'il y a des choses à renforcer. Est-ce qu'il y a un protocole particulier à qui est mis en place pour justement décider de quel sera le corpus de la collection, d'une collection pour n'importe quel musée Non, pour le MUSEM et pour, on va dire, l'avenir. Est-ce que vous posez justement des questions sur des protocoles à mettre en place pour la conservation, le choix aussi des œuvres à conserver ou pas? Les musées sont des institutions, des vieilles institutions qui sont, guidées par une loi, le Code du patrimoine, et chaque musée a un projet scientifique et culturel qui donne les grandes lignes de sa politique scientifique et culturelle, à la fois d'acquisition, de conservation, de restauration, de programmation aussi d'exposition. Et donc c'est ce projet scientifique et culturel qui permet de dire on va mettre l'accent à partir de maintenant sur telle ou telle forme artistique, ou bien on va se dire que pour les acquisitions ce sera plutôt ça, et par contre pour la programmation des expositions c'est plutôt là-dessus qu'on mettra le paquet, par exemple sur l'art urbain. Voilà, c'est quelque chose qui est... Enfin, vous parlez de qu'est-ce qui définit une politique de musée, c'est vraiment ce projet scientifique et culturel qui va définir globalement quelle est la politique qu'on peut mettre en œuvre dans une institution comme celle-là. Et après, on a ce qui rentre dans les collections des musées, c'est suite à une procédure qui est effectivement assez lourde, qui est celle de la commission scientifique régionale de la DRAC, qui nous autorise, entre guillemets, à faire entrer dans les collections patrimoniales de la collectivité des œuvres qui sont considérées comme conformes à ce projet scientifique et culturel ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a quasiment pas de photographie aujourd'hui dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Si je me présente à la commission scientifique régionale en disant à partir de maintenant, je fais une grande collection de photographies contemporaines, on va un peu me rironner parce que ce ne sera pas très cohérent et pas justifié par rapport à l'histoire des collections. Donc voilà, il y a aussi ces instances autour de nous qui nous aident à essayer d'être le plus pertinent possible par rapport à ce qui existe déjà. Et on m'avait dit que vous étiez en dialogue permanent avec
Delphine Gallois, qui vient d'arriver récemment aussi à Rennes, enfin à la direction du patrimoine. Il marche, oui. Oui, bonjour. Effectivement, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an avec la responsabilité du patrimoine au sein de la direction de la culture pour peut-être poursuivre les échanges qui ont été engagés lors de la première table ronde et pour rebondir sur ce que mon collègue vient de dire. Quand je dis je suis responsable du patrimoine à la direction de la culture, patrimoine c'est des origines à nos jours, donc y compris la commande d'art public, c'est du patrimoine bâti, des objets mobiliers, du patrimoine naturel, du patrimoine culturel immatériel. Et je veux dire, tout peut être patrimoine. Aujourd'hui, dans le monde de la conservation du patrimoine, on a quand même fait évoluer notre façon d'appréhender le patrimoine. Et à cet égard, le street art n'est pas à part, en fait. Enfin, je veux dire, je ne me pose pas la question de est-ce que le street art, d'ailleurs le street art et ou l'art urbain et ou fait partie du patrimoine. Pour chaque cas qui se présente, je me pose la question de est-ce qu'on le patrimonialise, est-ce que ça a du sens, comment on le fait, mais pas en analysant d'abord s'il s'agit ou pas de street art. Et cette façon d'appréhender le patrimoine permet de dépasser déjà des questions peut-être théoriques pour lesquelles j'ai pas de réponse. Et ça permet aussi d'avoir une approche, d'être mieux outillé, on va dire, pour appréhender des œuvres d'art urbain, parce que y a des cas finalement similaires qui peuvent se poser avec le patrimoine culturel immatériel, avec le patrimoine industriel encore récemment qui n'était pas considéré comme aussi noble que la cathédrale médiévale, etc. Donc, pour vous dire qu'en tout cas, à la ville de Rennes, à Rennes Métropole, on n'a pas quelqu'un qui serait responsable du patrimoine ancien et quelqu'un qui serait responsable du street art. Donc ça, c'est la première petite précision. Après, du point de vue de la conservation du patrimoine, il me semble, en tout cas pour ce qui est du street art, qu'il faut bien distinguer ce qu'on entend par conservation du patrimoine. S'il s'agit de réfléchir de réfléchir et de travailler à la conservation au sens de garantir la pérennité de l'œuvre, son bon état matériel, travaillant dans une collectivité, enfin plutôt 2 villes de Rennes, Rennes Métropole, le champ d'intervention va être plus simple à limiter, puisque on va s'occuper des œuvres qui appartiennent à la ville de Rennes et à Rennes Métropole. Mais de la même manière qu'un château remarquable appartenant à un propriétaire privé, on peut, d'un point de vue citoyen, s'émouvoir de sa dégradation. Pour autant, on ne va pas intervenir dessus. Et donc là, pour revenir à ce qui s'est dit dans la première table ronde, effectivement, la différence, ça va être dans qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce que nous, on a commandé et ce qui nous appartient, si ça a du sens de faire en sorte que l'œuvre soit encore visible dans l'espace public pendant des années, on va travailler à sa conservation. Mais alors là, vraiment de la même manière qu'on va travailler à la conservation d'une sculpture dans l'espace public. Je dis bien si ça a du sens, parce que la question que pose le street art, vous l'avez déjà dit, et c'est pas propre au street art, le land art et puis d'autres formes d'expression artistique la posent, c'est quel sens ça a de garder une œuvre qui, je veux dire, se comprend aussi dans son caractère éphémère, en fait. Mais en tout cas, pour les commandes d'art public qui s'apparentent presque à de la peinture murale, qui appartiennent à la ville de Rennes, on travaille à leur pérennité matérielle. Une manière de faire entrer dans le giron de notre responsabilité des œuvres réalisées hors du caractère légal ou commandées par un propriétaire privé, ce serait de les acheter ou de les acquérir
même par don, et de soit les faire rentrer dans la collection du musée, soit les laisser dans l'espace public, mais s'en préoccuper. Ça, c'est une première chose, ça me semble presque plus simple à aborder, intellectuellement en tout cas. La deuxième chose, c'est que la conservation, c'est évidemment pas que la conservation matérielle, déjà parce que toutes les expressions artistiques ne sont pas un objet matériel, et puis parce que ça n'a pas de sens de garder des choses qui ne sont pas mises à disposition, transmises, qui sont méconnues. Et là, le périmètre est beaucoup plus difficile à définir dans notre corpus, puisqu'on peut considérer que, du point de vue de la direction de la culture, on a la responsabilité de valoriser, de documenter, d'inventorier les œuvres de street art, qu'elles nous appartiennent ou pas, finalement. Et là évidemment, et c'est là qu'il me semble que la discussion peut s'ouvrir, qu'est-ce que documenter une œuvre ? On peut les photographier. On voit bien avec tous les happenings où effectivement il y a des traces de ces performances ensuite dans de la documentation, mais on voit aussi toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui à conserver énormément de clichés numériques. Enfin, ça pose d'autres questions de conservation qui ne sont pas négligeables, d'indexation, etc. Je pense que vous allez en discuter ensuite. Mais on revient aussi à la question du choix, et ça, peut-être que ce n'est pas assez partagé avec vous tous, mais du point de vue d'un conservateur, d'une conservatrice, on sait que conserver, c'est choisir. Et donc, faire l'inventaire du street art à Rennes, même avec la meilleure volonté du monde, en essayant de bien connaître ce qui s'est fait, de repérer l'émergence, etc. De toute façon, on va déjà choisir, sélectionner, et je crois qu'il faut l'assumer, essayer de renouveler les personnes qui font ce genre de travail, peut-être pour avoir un autre regard, mais on ne peut pas tout conserver. Je crois qu'on conserve ce qui a du sens pour nous, c'est-à-dire aussi notre société aujourd'hui, et certainement que demain on nous reprochera d'avoir sélectionné plutôt ceci et cela. Et là, je reviens à mon point de départ et je terminerai avec ça. Le street art n'est pas à part par rapport à toute autre forme d'expression artistique, culturelle. Enfin, dans la conservation du patrimoine, on ne cesse de se lamenter de ce qu'on a détruit ou négligé ou pas assez regardé au cours des siècles précédents. Tant que ça continue à nous donner à penser le monde, je crois qu'on ne doit pas renoncer à essayer de sélectionner une forme d'expression artistique et reconnaître vraiment le caractère parfois arbitraire de cette sélection est déjà une manière quand même de mieux aborder les choses, il me semble. Ouais, merci. Mais par exemple, très concrètement, face à des œuvres qui sont dans l'espace public, qui ont été commandées par la ville, comment on s'organise, comment on pense leur conservation ? Alors, ça dépend vraiment du coup les matériaux utilisés, la technique, si c'est une peinture, si c'est quelque chose qui a été collé. On la restaurerait comme on restaure exactement. Une sculpture. Avec toutes les difficultés, là ça rejoint un peu plus largement la question de l'art contemporain, dans le sens où on a des matériaux qui sont souvent, qui vieillissent moins bien, qu'on connaît moins aussi. Donc on se retrouve avec un certain nombre de problèmes de conservation-restauration. Mais en tout cas, on aborde les choses de la même manière qu'une peinture plus ancienne. Jean, quand vous avez créé la Fédération de l'art urbain, c'est l'un des chantiers que vous avez lancé, enfin que vous vous êtes lancé en premier, la question de l'archivage et l'idée. Disons que ça nous a paru être un sujet très qui collectivement nous intéressait tous, c'est-à-dire qu'on a du tagueur illégal et vandale jusqu'au street artiste
bien installée, la dimension de l'archive était une dimension vraiment intéressante. Alors en plus de ça, c'est vrai qu'il nous a semblé, en discutant lors de ces tables rondes en 2019, qu'il y avait une fragilité aujourd'hui de ces archives-là, c'est-à-dire les archives qui datent des années 80, elles sont accumulées quelque part dans des cartons, par des gens qui, certes, ont une attention particulière à ces archives, mais dont on sait que l'histoire, des fois, dépend de très peu. Et d'ailleurs, en parlant avec Nicolas, il m'avait dit, mais moi, j'ai jeté des choses parce que j'avais plus de place, parce que voilà, je faisais un déménagement, il peut y avoir un dégât des eaux. Donc la question s'est posée de ces archives-là qui sont quand même fondamentales je dirais, pour essayer de produire une histoire de l'art urbain. On a besoin de chercheurs, et ces chercheurs ont besoin d'archives qui soient, je veux dire, sérieuses, au sens où il y a une nomenclature, je veux dire, un classement, et aussi des documents qui soient de niveau muséal, mais ça, Nicolas vous en dira plus tout à l'heure là-dessus. Donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on commence à poser les bases de ce que pourraient être les archives de l'art urbain. Comment sauver, littéralement, dans un premier temps. Il n'était pas question pour nous de sauvegarder les objets, parce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas, Nicolas nous le dira, mais les archives aujourd'hui, ça se compte par carton, dizaines, centaines, on pourrait en trouver facilement un peu partout en France. Oui, et puis c'est la problématique à laquelle a été confronté le MUSEM, c'est-à-dire qu'il y a forcément des limites en termes d'espace, en termes de budget, donc la question du choix est d'autant plus soulignée lorsqu'on a ces problèmes quantitatifs de conservation, de récolte et de conservation. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, bon, il y a une urgence, donc on va plutôt s'orienter vers la numérisation, qui est, je dirais, le geste minimum que l'on peut faire aujourd'hui. On n'a pas les capacités ni de déposer ces archives dans des grandes institutions qui pourraient les protéger et qui ont les moyens de le faire. Nous, là où on était en fin 2019, c'était compliqué pour nous de nous engager là dans ce chemin-là. Par contre, la numérisation nous a semblé le chemin vraiment intéressant. Et donc, on a lancé ce projet-là, dont Nicolas va vous parler maintenant, d'ailleurs. Je crois oui, en parler maintenant, c'est ce que je pensais. Voilà. Dont il s'est chargé aujourd'hui avec Laurent Sanchez, qui sont 2 adhérents de la fédération. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui rejoint pas mal de choses qui ont été abordées depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce que Madame parlait de la formation des gens qui travaillent dans l'institution, donc cette idée d'écriture de l'histoire de l'art urbain qui est assez compliquée puisque on s'en rend compte quand on a parlé avec tous les artistes là que c'est un art qui sort de pas mal de cadres et qui a vraiment plein de formes différentes et avec des pratiquants qui se considèrent comme artistes et d'autres pas du tout et avec des pratiques qui sont complètement différentes les unes des autres. Donc la problématique de l'écriture de l'histoire de l'art urbain infuse un peu toute cette idée de conservation d'archives, puisque c'est vrai que la première des réflexions qu'on s'était fait, c'était l'urgence de sauver les archives fragiles. Donc moi j'avais été vraiment touché quand j'avais été visiter les réserves du MUSEM, parce que c'était le seul endroit en France, et peut-être il n'y a pas beaucoup d'éléments comparables dans le monde, où on conservait des documents liés à cette culture d'une manière professionnelle, éthique, et qui mettait à même niveau la culture de l'art urbain avec d'autres mouvements de l'histoire de l'art. Donc déjà, c'était quelque chose c'était pour nous un premier pas, une première étape. Et puis les archives, c'est ce que vous montriez tout à l'heure avec les exemples de ce que vous avez collecté. Elles sont vraiment multiples, protéiformes, elles prennent plein de formes différentes. C'est vrai que pour nous, pratiquants,
la première des archives à laquelle on pense, c'est la photographie. Et nous avons été, nous pratiquants, les premiers producteurs d'archives en documentant nous-mêmes nos travaux. Ce n'était pas forcément le cas des premières générations new-yorkaises qui n'avaient pas forcément conscience de la mémoire, de conserver, de cette idée de conserver la mémoire de ce qu'ils faisaient. Mais c'est vrai que nous, les générations européennes, vu qu'on a découvert ce mouvement par des photographies, le réflexe de photographier nos productions on l'a eu dès le départ. Donc on a énormément produit d'archives photographiques qu'on a conservé comme on pouvait en fait, donc dans des boîtes à chaussures, dans des classeurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, ces archives, elles sont disséminées, si on parle de la France, aux quatre coins de la France. Et moi, j'ai régulièrement des gens qui viennent, des graffeurs et des street artistes qui me contactent en me disant, voilà, suite à, comme Jean l'évoquait, suite à un événement, un déménagement, un dégât des eaux, une perquisition, des choses comme ça, mes archives ont disparu, qu'est-ce qui te reste de ce que j'ai pu faire à telle époque, etc. Donc voilà, on a vraiment, on est confronté finalement à une disparition progressive de ces archives. Et puis, donc là je parlais de la photographie qui permet finalement d'aborder ce qui a été produit, vraiment la grande variété de ce qui a pu être produit dans l'art urbain, c'est-à-dire les différentes formes de production à la fois esthétiques, dans les pratiques ou dans les choses comme ça. Et puis, l'archive, ce n'est pas seulement l'image de l'acte ou de ce qui est produit dans l'art urbain, dans l'espace public, mais c'est aussi plein de documents qu'on voit un peu plus tard quand vous parliez des Black Books. Voilà, tous ces documents-là, ils racontent énormément de l'histoire de l'art urbain et ils sont assez méconnus puisque nous, pratiquants, on a différents types de carnets de croquis. On a les carnets de croquis personnels avec lesquels on va travailler, élaborer nos styles et des choses comme ça. On a des carnets de croquis qui sont destinés à être échangés entre nous comme des livres d'or et qui vont être le témoignage d'un lien social dans ce mouvement et d'un échange en fonction des rencontres qu'on peut faire. On a produit énormément de fanzines aussi, puisque avant l'ère d'Internet et avant l'ère du numérique, Poche en parlait, il s'agissait de voyager en Europe pour aller rencontrer d'autres graffeurs, d'autres street artistes et découvrir ainsi d'autres façons de le faire et d'autres esthétiques, d'autres courants. Et du coup, on a produit notre propre média qui était vraiment destiné c'était de l'entre-soi en fait. Voilà, c'était un média interne qui permettait de nous informer de ce qu'on produisait et qui a permis un peu de faire de ce mouvement un mouvement très rapidement mondialisé, ou en tout cas en Europe ou sur les continents, qui était très connecté. Et donc, tout ça a participé. Voilà, l'archive, c'est aussi l'observation des gens extérieurs sur notre mouvement. Donc, les articles de presse, les documents judiciaires, il y a les sites internet, les blogs personnels, les sites d'information, les forums aussi, où les pratiquants et les observateurs échangent entre eux des informations. Et puis, une journée comme celle d'aujourd'hui, quelque part, participe de l'archive, puisqu'il y a des échanges, il y a une pensée qui est produite, etc. Donc vraiment, l'archive, pour nous, elle est vraiment très vaste. Et voilà, on a décidé d'essayer de la recueillir et, entre guillemets, de la sauvegarder d'une manière la plus large possible. Et de la manière la plus vaste. C'est pour ça que la numérisation nous permet de pallier ce problème d'espace, de budget, de choses comme ça. On va pouvoir aborder un Black Book, par exemple. Vous le montrez, c'est très important que le MUSEM montre un Black Book parce qu'il montre un objet qui a une fonction. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de montrer beaucoup de Black Books pour aller vraiment raconter quelles sont les écoles de style, quelles sont les spécificités régionales, quelles sont les spécificités en fonction des périodes. Voilà. Si on doit parler de l'écriture de l'histoire de l'art urbain, il nous paraît
extrêmement important d'aller au-delà de certaines pratiques, mais vraiment de rentrer dans l'histoire de ce mouvement pictural qui a des écoles, qui a des écoles de style qui évoluent avec du classicisme, avec des avant-gardes. Et si on ne comprend pas toute cette évolution qui a en France à peu près 35 ans, c'est très difficile d'aborder ce qu'on peut voir dans la rue, et d'autant plus quand les institutions décident d'y porter un œil attentif, sans toute cette histoire de courant esthétique, de pratique et tout ce qui fait la spécificité de cet art, on comprend bien que c'est très difficile d'aborder le choix de ce qu'on va conserver. L'institution a sa manière de fonctionner, et l'art urbain, finalement, a toujours évolué en dehors des cadres. Donc il s'agit aujourd'hui de trouver de quelle manière on va accorder l'institution et cet art avec toutes ses spécificités. Je pense qu'il est très important que ça ne peut passer que par l'échange. Et l'art urbain souffre aujourd'hui, si vous voulez, de la manière dont son histoire est écrite. C'est-à-dire que les premiers à s'intéresser à nous, c'était la police et les sociologues. Au fur et à mesure, finalement, c'est le marché qui est arrivé, et avec tout son aspect très positif qui a permis à des artistes de devenir artistes, à des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient artistes ou qui n'avaient même pas pensé à le devenir, de finalement pouvoir se professionnaliser et vivre de leur passion, mais avec aussi tout l'effet pervers qui est que cet art est composé de gens qui ne sont pas forcément destinés à être artistes, qui ne sont pas forcément destinés à avoir une pratique d'atelier et qui ne sont pas forcément destinés à se professionnaliser. Et aujourd'hui, si quelqu'un qui est en dehors du mouvement de l'art urbain, qui veut se renseigner sur l'art urbain, je comprends qu'il voit en l'art urbain un art d'atelier, un art de commande, et on se retrouve finalement réduit à... quand on regarde des expositions historiques sur l'art urbain, on a quelques photos de pionniers, que ce soit européens ou américains. On montre un graffiti sur un métro new-yorkais, et puis ensuite c'est des tableaux. Là aussi, il y a des questions qui se posent par rapport à la pratique. Sur la table, sur les invités précédents, il y avait un panel d'artistes qui était très intéressant parce qu'ils avaient des sensibilités différentes, du graffiti, du street art, de la manière de le faire. Mais c'était beaucoup de gens qui pratiquaient le dessin ou la peinture. Or, quelqu'un qui s'est construit pendant 10 ou 20 ans à créer dans l'espace public, d'interagir avec son environnement urbain, n'est pas forcément destiné à devenir un peintre ou un dessinateur. On a beaucoup d'artistes de notre mouvement qui cherchent à s'exprimer par la photographie, par la vidéo, par l'installation, par la performance, par la sculpture. Et le marché dont on parle, qui aujourd'hui prend beaucoup de place dans notre mouvement, n'a pas intégré ces formes-là. Et donc, finalement, tous ces artistes sont mis sur le côté. Et donc, ça fait beaucoup de choses, finalement, dans notre histoire qui sont, au fur et à mesure, oubliées par ceux qui cherchent à l'écrire avec toute la bonne volonté qu'ils ont. Donc, tout ce projet d'archives, parce qu'il faut qu'on revienne un peu à l'archive quand même, c'était à la fois de sauver des choses qui disparaissent, mais aussi de créer un outil qui favorise l'écriture de l'histoire de l'art urbain. Et on est parti du principe avec Jean et avec la Fédération, avec quelques tables rondes qu'on a organisées pour vraiment échanger les idées, qu'il fallait aujourd'hui s'adresser aux chercheurs, à la recherche scientifique, à la recherche universitaire, parce que c'est eux qui vont finalement écrire l'histoire de l'art urbain, qui vont tisser des ponts ou pas avec l'histoire de l'art classique en général. Et donc, ces gens-là, on est déjà confronté à eux depuis longtemps. C'est pas de la confrontation, mais en tout cas, généralement, ils viennent vers nous, qu'on soit des artistes ou qu'on soit des structures ou des choses comme ça, en nous disant, voilà, on voudrait aborder votre mouvement, on a du mal à trouver des sources, on a du mal à trouver des ouvrages, parce que c'est un mouvement sans manifeste, c'est un mouvement sans ouvrage de référence, et si on va dans une librairie, on va tomber sur un rayon de l'art urbain qui va être extrêmement fourni, on va trouver plein de livres d'images,
plein de livres historiques où l'histoire de l'art urbain est finalement très linéaire, c'est une timeline avec tel événement à telle date, tel événement à telle date, tel événement à telle date. Mais en réalité, ces chercheurs qui abordent ce mouvement d'une manière assez sérieuse, exigeante et intelligente, ils ne trouvent pas d'informations dans un livre qui était destiné à être un cadeau de Noël et qui finalement a été fait qui s'est limité à une vision particulière qui n'était pas forcément celle de favoriser une quelconque recherche. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de créer avec ce centre de ressources numériques. Et c'est du coup, on a beaucoup été aidé par des archivistes, notamment de la bibliothèque Kandinsky, qui est la bibliothèque une bibliothèque de Beaubourg, et pour qu'on puisse nous produire un outil qui parle le langage de ceux qui vont l'utiliser. Donc il a fallu étudier les normes de description archivistique et les normes d'indexation qui sont utilisées par les institutions, les centres d'archives et puis qu'utilisent les chercheurs, et qu'on arrive à écrire une sorte de nomenclature qui corresponde à la fois à la recherche classique et aux spécificités de l'art urbain. Donc c'est tout ce travail qu'on est en train de mener pour à terme, dans un futur proche, pouvoir créer ce centre de ressources qui est, comme pour le MUSEM, c'est sans fin. Vous êtes toujours en train d'acquérir depuis plus de 10 ans aujourd'hui des choses. On a énormément d'archives, comme on vous le montrait, déjà à sauver, mais il s'en produit tous les jours. Donc voilà, on essaye d'amorcer quelque chose qui va courir sur le long terme, mais qui nous paraît indispensable, puisque se pose aujourd'hui la question de comment conserver, comment exposer, comment tout ça. Ça va générer beaucoup de débats, d'échanges d'idées, etc. Mais ce n'est pas faisable sans une connaissance et une recherche sérieuse sur ce mouvement. Et puis je dirais qu'il y a quelque chose de vraiment critique par rapport à l'art urbain, c'est son côté éphémère. C'est-à-dire que tout ce dont on parle, toutes ces archives que tu as, elles parlent de quelque chose qui n'existe plus. Donc pour nous, du coup, l'objet d'art, l'œuvre d'art, enfin ça c'est, je dirais, ma posture un petit peu, c'est l'ensemble de ces... Plus on sauvera d'archives, d'une certaine manière, plus la Joconde aura une belle peau. Voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu dans le squelette, et on a ça, et on veut que le corpus soit le plus important possible, parce que tout ça a disparu, et tout ça et les autres choses qui sont en train de se faire aujourd'hui vont disparaître, c'est irrémédiable. Est-ce que ce centre de ressources, il s'adresse aussi justement au musée, à des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas une connaissance approfondie du mouvement? Idéalement, oui, il s'adresse à tous ceux qui cherchent à... On pourrait imaginer que le musée des Beaux-Arts oui, utilise... c'est un outil pour les institutions avec le langage de l'institution. Donc, en effet, c'est tout à fait pour ça. Je comprends que certains artistes aient un ressenti vis-à-vis des institutions, d'être mal considérés, etc. Et j'ai aussi cette vision où je me mets à la place de l'institution. Je comprends que cet art urbain soit compliqué à aborder, tellement il est hors cadre par rapport à la façon dont vous avez été formé dans vos études et dans votre façon d'aborder les choses. Donc on a énormément de travail à faire ensemble, et l'erreur, c'est que chacun fasse les choses de son côté. Quand l'institution fait les choses de son côté, il est arrivé en Italie qu'il y a des expositions où ils ont prélevé des murs contre l'avis des artistes, etc. Bon, forcément, on essuie les plâtres, donc des erreurs se font, etc. Et puis quand les artistes, justement, se braquent et décident de uniquement communiquer en circuit fermé et tout ça, donc s'isolent d'une certaine manière, voilà, il y a des erreurs de tous les côtés. Et donc nous, on cherche justement à favoriser ces échanges, puisque ce centre de ressources ne peut pas se faire sans tous ceux qui ont étudié, documenté sérieusement depuis 35 ans en France cet art, et finalement qui l'a fait, les artistes eux-mêmes.
puisque, comme je vous le disais, jusqu'au début des années 2000, avec l'effet Banksy, etc., où le street art est rentré, pendant 25 ans avant, personne ne s'occupait de nous, personne ne s'intéressait à nous, et nous étions les seuls à le faire. Donc voilà. Mais il me semble que, je ne suis pas spécialiste d'art contemporain, mais il me semble que ce n'est pas propre à l'art urbain que de ne pas rentrer dans des cases, dans le sens où c'est plutôt un signe de sa vitalité, enfin de la vitalité de la création artistique, d'échapper à la théorie élaborée par l'institution qui forcément a un train de retard en fait. Donc ça c'est quelque chose, enfin, je veux dire finalement la difficulté qu'ont eu les institutions au début du XXe à appréhender l'avant-garde, on est sur ça aussi. On peut le regretter, mais je pense que heureusement que l'institution ne prévoit pas ce qui va se créer dans quelques années en fait. Donc après, il faut bricoler pour pouvoir conserver. C'est ce qui se passe pour les performances et la notion de protocole. Et donc c'est vrai que quel protocole avoir, là on part plutôt vers la patrimonialisation de l'art urbain, c'est quel protocole pourrait être mis en place pour dire, quelle œuvre est intéressante à patrimonialiser, comment la conserver, est-ce qu'il faut la conserver? Moi je suis un peu radical là-dessus, moi j'ai plutôt une tendance à vouloir que les choses se détruisent. Et par exemple, il y a eu à l'hôpital Necker récemment l'œuvre de Keith Haring qui a été restaurée. Bon, on m'avait posé des questions là-dessus, la fondation Keith Haring m'avait posé des questions là-dessus, puisqu'à l'époque j'étais en contact avec lui. Moi, personnellement, je trouve qu'on aurait dû l'effacer. Voilà, parce que je trouve qu'une œuvre comme ça, en plus de ça, dans les conditions dans lesquelles elle avait été faite, mais en même temps, à côté de ça, je peux comprendre que les gens affectivement soient liés à l'œuvre, et cette dimension affective, qui n'est pas une dimension scientifique, elle est, avec l'art urbain, aussi très forte. Donc je dirais c'est un point qui n'est pas le stylistique de ça, mais le point sentimental est une dimension très forte. D'ailleurs, justement, pardon, je voulais vous donner la parole, mais c'est pas un hasard. On va devoir conclure. Donc Ah d'accord, c'est pas un hasard si la première collection d'objets liés à l'art urbain, c'est le MUSEM qui l'a entrepris, et c'est une collection anthropologique. C'est pas une institution artistique qui a amorcé ce travail. Donc c'est assez révélateur aussi de pas mal de choses. Je voulais réagir en disant que oui, la patrimonialisation, c'est peut-être le revers de la médaille, a abouti à une forme de fétichisation. Et les quelques objets que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est des objets qui ont été restaurés parce que la couche picturale, à un moment donné, quand elle n'a pas été faite pour durer, elle se décolle du support. Et oui, on va la restaurer comme on restaure la Joconde avec exactement les mêmes techniques. Donc c'est tout le paradoxe. Effectivement, on s'acharne de manière, au sens où on parle d'acharnement thérapeutique, sur des œuvres qui, à la base, n'ont pas été faites pour durer dans le temps, mais une fois qu'elles sont patrimonialisées, une fois qu'elles sont inscrites sur l'inventaire d'un musée, nous, les conservateurs, on arrive derrière et on a la mission de les conserver pour l'éternité. Donc, c'est bien, on va les faire disparaître avant qu'elles arrivent dans vos mains. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à destination, ou des réactions à destination des différents intervenants? Ah oui, d'accord, pardon. Encore moi, désolée. C'est par rapport à la collection du MUSEM, ça m'intrigue. Je ne savais pas du tout que ça existait, je trouve ça passionnant. Et par contre, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est une collection vivante? J'entends par là, est-ce qu'elle est présentée? Ou est-ce que c'est une collection qui est dans les réserves et qui sert de recherche, ce qui est déjà très bien. Mais voilà, je voudrais savoir si le public a la possibilité de voir ces objets et autres œuvres. Alors, le MUSEM est un musée de civilisation, comme on l'a dit, et pas un musée d'art. La grande différence aujourd'hui entre les musées de civilisation et les musées d'art, c'est que dans les musées d'art, on a gardé l'idée qu'il y a des collections permanentes qu'on vient voir régulièrement et qui sont même gratuites maintenant à Rennes, comme vous le savez. Donc, venez dans les musées voir les collections permanentes. Mais les musées de civilisation, aujourd'hui, se construisent plutôt sur l'idée du renouvellement permanent des expos temporaires.
Donc non, la collection n'est pas présentée en permanence. Par contre, dans les années récentes, et je pense que ça continuera, il y a régulièrement des occasions de la montrer, que ce soit dans les murs du MUSEM ou dans d'autres institutions. Et j'espère, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, notamment avec Teenage Geek, j'espère qu'on aura la possibilité de la montrer en partie aussi au Musée des Beaux-Arts de Rennes dans les années qui viennent. Merci. J'ai une autre petite question pendant que j'y suis. Je voulais savoir par rapport aux archives de Nicolas, enfin tout le fonds que tu as rassemblé. Est-ce que les artistes sont aussi venus vers toi te proposer des archives? Comment est-ce que tu as constitué ce fonds documentaire? Alors, pour l'instant, on est en train de créer ce centre de ressources. Donc, on n'a pas commencé à récolter des archives. En revanche, on a commencé à essayer de faire pas un état des lieux, mais d'avoir une vision d'un peu où sont les archives et surtout quelle quantité elles représentent, qui sont les gens qui les possèdent, etc. Combien ça coûte, etc. Donc l'idée aussi, puisqu'on parlait beaucoup du choix, et même si dans notre projet de numérisation, on va être capable de traiter beaucoup plus de quantité d'archives, la question du choix, elle existe toujours. Et donc, nous, notre idée, si vous voulez, c'est de se dire, on va réfléchir collectivement à ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle avec des gens qui soient réellement spécialisés dans ce milieu, des gens qui aient un peu de recul, que chacun ait ses spécialités, puisque voilà, c'est la variété de l'art urbain, pour ensuite définir une politique de récolte qui correspondent finalement à la finalité du centre de ressources. Le centre de ressources est censé être un outil pour que l'on puisse écrire l'histoire d'un art urbain national, donc qui couvre tout le territoire. Son histoire, donc, qui remonte à ses origines, en tout cas en France, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, toutes ses pratiques. Donc, il faut être exhaustif sur les questions esthétiques, les questions techniques, et toutes ces choses-là. Donc, mais les archives, enfin, vu on est quelques-uns, si vous voulez, on est quelques-uns à avoir entrepris ce travail déjà personnellement, en amateur, c'est-à-dire à collecter, à essayer de conserver au maximum, etc. On est devant un océan de documents à traiter. Donc la question on ne se pose pas la question de savoir où on va les trouver et si on va en trouver beaucoup. On se pose la question de comment déjà on va les traiter et puis comment on va les choisir et vraiment quels outils vont devenir ces archives. C'est vraiment cet axe-là qu'on... Quelle structure va recevoir ce centre de ressources? Une réflexion sur... Oui. Oui, non, c'était d'avoir aussi une réflexion sur la structure qui va accueillir ce centre de ressources, c'est-à-dire que justement avoir une sorte de comité scientifique qui puisse vraiment essayer de traiter tout l'ensemble de ce prisme. Et donc voilà, enfin, c'est vraiment un projet énorme. Oui, il faut qu'on soit vigilant sur l'éthique, sur beaucoup de choses. Bonjour, justement, je voulais rebondir sur ces réflexions. Alors, Rachel Fourmentin, directrice de la culture à la ville de Rennes et à la métropole. Déjà, merci à tous pour ces débats qui sont vraiment passionnants, qui donnent, je pense, plein d'idées, plein de matières à réflexion pour nous aussi, collectivité. Donc, je voulais rebondir sur ce que vous êtes en train de nous expliquer. On voit bien les enjeux pour vous, là, aujourd'hui, d'une forme de conservation en accéléré, urgente, des archives, de la mémoire de toute cette création qui a maintenant une petite histoire de fait. J'avais une autre question complémentaire qui était celle de la monstration en fait de ces archives qu'on a vues là, on a tout de suite envie de débouler dans vos locaux pour ouvrir les cartons et découvrir ces trésors, qui sont alors évidemment là en termes de, je veux dire, de amateurs, hein, voilà, de cette envie de découverte, mais également, je pense, en termes pédagogiques, en termes de sensibilisation, en termes quelque part d'éducation au regard pour tous les habitants de nos villes, visiteurs, etc. Également, je pense aux futurs professionnels du domaine de l'art. On parlait tout à l'heure de cette séparation déplorée, peut-être entre art contemporain et art urbain. Je suis persuadée que dans les nouvelles générations, ces frontières sont soit floues, soit inexistantes. Mais il y a quand même cette question aussi de la documentation, d'une forme de... Cette histoire appartient à l'histoire de l'art, et de fait, ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, c'est un élément absolument essentiel dans la constitution, l'enrichissement de cette histoire de l'art.
Voilà, donc juste savoir si vous aviez déjà quelques pistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous favorisiez aujourd'hui? Vous êtes vraiment sur la question de la conservation de façon absolument prioritaire? Oui. Non, je voulais juste dire pour Jean. que l'aspect de démonstration au public, elle est importante à un moment donné, en effet, de restitution de quelques-unes de ces archives ou de choses choisies, donc d'avoir toute une démarche pédagogique, bien sûr. Mais par exemple, la première chose que nous, on va faire, c'est organiser nous-mêmes une exposition d'archives pour que ce centre de ressources puisse avoir un écho et qu'on puisse comprendre ce que c'est. Bon, dernière question. À la fois aux archives, une question par rapport à la fois aux archives et aux objets collectionnés par le MUSEM, c'est aussi la manière dont ils sont présentés, alors soit aux chercheurs mais aussi au public, c'est-à-dire qu'un portail ou une palissade qui est montré dans un musée, ce qui est important de savoir et de mettre en perspective, c'est est-ce que ça a été fait de nuit, avec quels outils, en quelle année, parce que si on a une palissade de 85 faite avec de la bombe de peinture pour carrosserie et quelque chose qui a été fait dans les années 2000 avec des peintures spécialisées, etc. On a plein de choses qui relèvent de l'ordre du contexte, et c'est ce qui fait la richesse de ces formes d'art, qui sont nécessaires à montrer et qui ne sont pas forcément évidentes, parce que peut-être très didactiques, etc., dans un musée. Et je me demandais un peu si ça s'était abordé aussi dans les notices qui accompagnent les œuvres au MUSEM. Puis dans les archives, je sais que c'est le cas, de donner le plus de contexte possible. Mais... Ce que j'ai omis de dire, c'est qu'associé à la collection d'à peu près 2000 objets aujourd'hui, il y a des kilomètres j'exagère, mais beaucoup de mètres linéaires de documents d'archives aussi qui ont été collectés, des centaines de photographies qui permettent de documenter les contextes, effectivement. Beaucoup d'entretiens vidéo ou de reportages vidéo, donc il y a aussi toute cette archive filmique qui est d'ailleurs pas simple à conserver. La question de la numérisation, elle concerne aussi les institutions parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent de numériser tout ça, et donc il y a aussi toute cette démarche qui est accomplie. Après, la question de la mise en exposition, ça c'est notre métier au quotidien, je dirais, mais qui est pas particulièrement difficile pour remettre dans le contexte, parce qu'effectivement il faut trouver le bon équilibre entre laisser la place à l'œuvre qui puisse exister avec toute la légitimité qu'elle a et toute l'aura qu'elle a aussi, et telle qu'on voudrait l'avoir traitée dans les musées d'art. C'est-à-dire que je sais qu'un certain nombre des expositions de Claire Calogero ont été très critiquées justement parce que peut-être les œuvres étaient... passer peut-être un peu au second plan derrière l'accumulation des bombes à graffer, des habits de graffeurs, des chaussures, de tout ce qui peut aller avec cette mise en contexte. Donc voilà, je dirais que c'est un peu un équilibre à trouver. Là aussi, je pense en dialogue avec vous. Est-ce qu'on fait une expo avec que des œuvres? Vous venez de dire que non, il ne fallait pas. Donc, ok, je me dis, finalement, c'était pas si mal de faire des expos un peu fourre-tout où il y avait autre chose que des œuvres. Mais c'est quand même un équilibre subtil à trouver. Et là, comme ailleurs, on aura du mal à trouver un consensus, à mon avis. Merci à vous quatre pour vos interventions.